Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny reste dans les esprits des Ivoiriens. 21 ans après son décès, le premier président de la Côte d'Ivoire suscite toujours le respect de la population. Un souvenir magnifié à l'occasion de la journée de la paix célébrée chaque année le 15 novembre. Quel regard porter sur l'expérience de gestion et de conduite d'un processus de transition en Afrique? Azali Assoumani, ancien président des Comores, partage son expérience au moment où le continent africain est confronté à plusieurs transitions politiques. La CAN 2015 aura lieu en Guinée équatoriale. La Confédération africaine de football a trouvé le pays organisateur de la compétition de football qui aura lieu du 17 janvier au 8 février 2015. Nous verrons que le pays s'attelle d'ores et déjà aux préparatifs. La Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix ce samedi 15 novembre, un événement initié sous l'ancien président Félix Houphouët-Boigny qui voulait faire de la paix la seconde religion du pays. Une fondation et un prix international de recherche de la paix permettent également de relayer ce message. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny toujours dans l'esprit des Ivoiriens. 21 ans après son décès, le 7 décembre 1993, le premier président de la Côte d'Ivoire suscite toujours l'émotion et le respect de la population à Yamoussoukro, son village natal. Le souvenir de Félix Houphouët-Boigny va être magnifié à l'occasion de la journée de la paix, célébrée chaque année en Côte d'Ivoire le 15 novembre. Il savait apaiser son peuple jusqu'à ce qu'il meure. Et ça a été un grand moment pour nous, surtout son décès. Aujourd'hui, tout le monde regrette le président Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il nous a enseigné que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et la paix, il nous a tellement enseigné ça que la paix est devenue une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Et il a même institué un jour dans l'année, le 15 novembre. C'est le jour, disons, consacré à la paix en Côte d'Ivoire. Un jour férié. Pour Augustin Thiam, le gouverneur du district de Yamoussoukro, les Ivoiriens doivent mettre en pratique les préceptes d'Houphouët-Boigny pour ne plus revivre les difficultés du passé récent. Qu'avons-nous fait de son héritage? L'avons-nous bien géré? Avons-nous su, comme lui, éviter les conflits, les gérer avant qu'ils n'arrivent? Et souvent la réponse est non. Il nous appartient à nous maintenant de prendre notre destin en main et de suivre enfin les conseils que Félix Houphouët-Boigny a su nous prodiguer, de les mettre en pratique. Et nous saurons à ce moment-là éviter de revivre ce que nous avons déjà vécu. Le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire de l'indépendance en 1960 jusqu'à son décès en 1993. Pour promouvoir la notion de paix, il a créé la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix UNESCO pour la recherche de la paix. La mobilisation contre le virus Ebola se poursuit. Le président du groupe de la BAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, s'est entretenu ce vendredi à Abidjan avec l'international de football ivoirien Didier Drogba. Au menu des discussions, la mise en place de partenariats permettant d'affronter l'épidémie. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publié ce vendredi, l'épidémie a fait 5 177 victimes sur 14 413 cas recensés dans 8 pays. En 1999, après l'intervention de l'armée aux Comores, l'ancien président Azali Assoumani a conduit un processus de transition démocratique aux Comores. De nombreux pays africains sont en pleine transition ou amorcent cette période. L'ancien président revient sur son expérience personnelle dans le processus de transition démocratique avec Aminata Diak. Des transitions démocratiques en Afrique subsaharienne, d'autres plus optimistes saluent des efforts accomplis et rappellent la nécessité de poursuivre ces efforts pour un meilleur enracinement de la démocratie. Depuis 1989, des progrès considérables ont été réalisés sur la voie de la libéralisation politique. Seulement, force est de constater aujourd'hui un ralentissement du rythme de la démocratie sur le continent. Un constat que l'ancien chef de l'État comorien, Azali Assoumani, impute à travers son expérience à la spécificité du régime politique dans chaque pays. J'ai conduit une transition. Cette transition-là, je l'ai conduite à un moment moi seul et puis aussi je me suis associé avec les partis politiques. Et fort heureusement, cette transition a abouti à des élections que tout le monde a accepté qu'ils étaient
libre et transparente, mais ces problématiques de transition qui s'invitent dans tous les pays en Afrique en général et surtout dans l'espace francophone, des transitions dont la plupart ne sont pas des transitions normales dans un cadre d'une constitution, mais c'est des transitions qui sont forcées par des circonstances propres à chaque pays. Prenant l'exemple du Burkina Faso, l'ex-président comorien exhorte les dirigeants africains au respect de la Constitution et du libre choix du peuple. Le départ forcé du Burkina, d'abord nous, enfin les autorités, que ce soit anciens ou actuels, doivent effectivement, président au destiné d'un peuple, penser à les objectifs, penser à la démocratie, penser au respect strict des constitutions qu'on est fixées. Ça, c'est la première leçon qu'on doit tirer. La deuxième leçon propre au Burkina, effectivement, c'est que c'est le peuple qui est descendu dans la rue pour réclamer l'application de la Constitution et qui a occasionné la démission du président de la République. Azali Assoumani est arrivé à la tête des Comores suite à une intervention de l'armée en 1999 en réaction à des mouvements séparatistes. Il devint président de l'Union des Comores d'avril 2002 à mai 2006. Il a été succédé par Ahmed Abdallah Sambi à l'issue de l'élection présidentielle de 2006. Les députés nigériens veulent faire prononcer la vacance du poste du président du Parlement. Le président de l'hémicycle, Ama Amadou, a quitté depuis le 27 août le Niger après l'autorisation par ses pairs de son audition par la justice pour une affaire de trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Si la Cour constitutionnelle prononce la vacance du poste, les députés devront se réunir pour élire un nouveau président dans les 15 jours qui suivent. Le Kenya, le Malawi, la Tanzanie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud produisent environ 32% des exportations mondiales de thé, s'élevant à quelques 424 000 tonnes. Au Kenya, le thé est classé comme la troisième grande source de devises derrière le tourisme et l'horticulture. Les agriculteurs et les cueilleurs de thé menacent de se tourner vers d'autres secteurs agricoles pour des raisons financières, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Les agriculteurs et les cueilleurs de thé kenyans veulent abandonner l'une des plus importantes sources de revenus de l'économie nationale. En effet, ces chefs d'exploitation gagnent depuis 3 ans 40% de moins par kilogramme de thé vendu et jugent cette situation insupportable. Résultat, ils menacent de déraciner les buissons de thé et se réorienter vers d'autres secteurs porteurs. Cette culture du thé, pour être honnête, est devenue inutile. Parce que le prix a baissé. Les prix des engrais ont grimpé, les prix des pesticides ont augmenté. Maintenant, nous décidons de déraciner cette culture et garder le bétail. C'est avec les revenus de cette production que nous subvenons aux besoins de nos enfants ainsi qu'à leur éducation. Au cours de la campagne 2013-2014, les agriculteurs ont gagné $3 500. Une rente en baisse de 55,41 $ par rapport à la campagne 2011-2012. Le gouvernement de son côté rassure. Le mois dernier, le ministre de l'Agriculture, Félix Koskai, a invité les agriculteurs à poursuivre la culture du thé. Mais pour certains observateurs, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme plus efficace pour amortir les fluctuations des prix. Le marché mondial agricole est régi selon la loi de l'offre et de la demande, et l'offre a tendance à réagir en fonction des prix. Il est donc à prévoir que nous ne pourrons pas avoir l'année prochaine autant de producteurs de thé que cette année, parce que les gens vont regarder d'autres options avec lesquelles ils peuvent remplacer le thé. Je pense que cette baisse continuera parce que les marges de manœuvre dans les marchés de thé sont minces. Nous devons réduire notre offre afin d'obtenir des prix plus élevés. L'Autorité nationale de régulation du thé propose de son côté au gouvernement la suppression d'une liste de 24 taxes. La culture du thé noir constitue la première source d'entrée de devises dans le pays après que l'attentat du centre commercial de Westgate en septembre 2013 ait miné le secteur touristique. L'an dernier, le Kenya a récolté 1,3 milliard de dollars dans la production de cette plante. Elle avait déjà co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et ce sera de nouveau le pays hôte en 2015 après le refus du Maroc d'organiser la compétition comme initialement prévu. C'est donc la Guinée équatoriale qui a été de nouveau choisie comme pays organisateur. Une décision accueillie comme un soulagement pour les instances du football, comme nous l'explique Marina Vanni.
C'est désormais officiel, l'élu venu au secours de la CAN 2015 est bien la Guinée équatoriale. Après le refus de certains pays dont l'Angola d'accueillir le championnat, la Confédération africaine de football, CAF, a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. Le Maroc, qui devait être le pays hôte, a été disqualifié suite à son refus d'organisation en raison du danger de l'épidémie Ebola. À 2 mois de l'événement, cet accord de ce pays habitué à une organisation aussi titanesque est un soulagement. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur. Un événement qui a failli être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang, a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut faire éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Il a été sollicité. Si la République de Guinée équatoriale faisait figure de favorite ces derniers jours, c'est parce qu'elle a certains arguments à faire valoir. En plus du soutien total du gouvernement, la Guinée équatoriale a déjà co-organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. Elle est aussi pourvue d'infrastructures nécessaires pour accueillir une compétition d'une telle envergure, notamment les hôtels, les routes ou encore des stades adaptés. Nous sommes prêts d'accueillir parce que notre président de la République n'est pas un homme à improviser ses décisions. Donc s'il a dit que la Guinée équatoriale va accueillir la CAN, vous verrez que nous allons accueillir la CAN. Nous avons des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui nous permettent d'organiser n'importe quel événement et des stades. La CAN de 2012, nous avions 2 stades. Maintenant, nous avons 4 stades. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser nous-mêmes la CAN. 4 sites ont été retenus pour la phase finale, à savoir Malabo, Ebébien, Bata et Mongomo. Même si quelques travaux devront être réalisés, tout semble être sur la bonne voie pour le coup d'envoi effectif de la CAN le 17 janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.